Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. C'est l'introduction la plus romantique de la semaine, vous le savez, sur Sud Radio. On est ravis de retrouver, comme tous les lundis soirs, nos vraies voix citoyennes. Comment ça va, Aurélie Gros ? Génial. Génial. Un lundi particulier, 11 novembre. Un lundi particulier, très particulier. Et on a eu un week-end plutôt intense, puisque nous avons lancé officiellement les étapes du G500 avec la première réunion avec tous les professionnels, le collectif Santé en danger, à Lille, la réunion Santé, où on a écrit la loi de programmation santé que nous irons proposer maintenant dans les semaines à venir à nos décideurs. Et Dieu sait si vous n'avez pas chômé ce week-end. Justement, on est aussi avec notre ami Stéphane Pellet. Comment ça va, Stéphane ? Ah oui, très bien, justement. 6 heures de direct, entre guillemets. 6 heures de 22h le 16h, samedi, 22h. devant une centaine de professionnels qui étaient là pour écrire ensemble 70 articles de la loi étudiés. Et c'est donc une première, c'est inédit, une loi fabriquée par les citoyens. Et je pense que ce serait pas trop. Vous avez vu cette polémique du week-end avec ce patient qui s'est retrouvé hospitalisé dans un garage. Ça s'est passé à Langres, dans la Haute-Marne. Voilà, comme quoi il y a peut-être besoin d'une loi de programmation. On est ravis de vous retrouver en tout cas. Je rappelle d'abord que le G500 citoyen, c'est cette fameuse ONG qui rassemble maintenant près de 2600 associations, collectifs et représentants. C'est pas loin de 2 millions de sympathisants, des fameux citoyens engagés en gros, qui veulent faire bouger la France. Et cette année sera particulièrement chargée pour vous, avec le soutien de Sud Radio, la radio des territoires. On rappelle le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne. On va y revenir avec vous, Aurélie Gros, dans quelques semaines. En janvier, Exactement. Il faudra que tout le monde s'inscrive. Et puis on a le sommet citoyen aussi, troisième du nom, qui va se dérouler à Lille, encore à Lille, en juin 2025. On sera là pour vous aussi. Allez, au programme, en tout cas aujourd'hui, on le rappelle, on va démarrer ce soir avec vous, notamment sur ce sujet qui est très grave. Une victime sur 4 de violences conjugales qui porte plainte. Une victime sur 4 seulement, si j'ose dire. En 2022, c'est 118 femmes tuées et 27 hommes tués. C'est un sujet que d'ailleurs Aurélie va développer tout à l'heure, puisque nous retrouverons un premier sujet autour de notre cher Bleuet de France, Jean-Marie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça va être le sujet majeur avant de parler justement des violences faites aux femmes. 10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés, c'est le bilan de la fameuse Première Guerre mondiale, celle que l'on commémore aujourd'hui, 11 novembre. Et derrière les horreurs finalement de ces guerres, il y a aussi finalement la pensée qu'on peut avoir pour tous ceux qui s'engagent. Et des guerres, il y en a encore. Vous savez qu'il y a de l'ordre de 35 guerres officiellement dans le monde qui sont déclarées. Et donc c'est pour ça qu'on y reviendra avec le délégué général du Bleuet de France. Le directeur général Pierre-Emmanuel de la Forcade, notre invité qu'on va accueillir d'ailleurs tout de suite sur Sud Radio, qu'on va accueillir dans quelques instants puisque la régie est en train d'essayer de le joindre. On rappelle le Bleuet de France d'ailleurs, c'est le 11 novembre, vous pouvez le voir sur les vestons de près de tout un chacun, notamment Aurélie Gros, qui le cache derrière son micro. Mais c'est ça, c'est le micro qui cache le Bleuet. Le Bleuet de France qui sera centenaire dans un an, si je ne m'abuse. Il a été fondé en 1925. C'était à l'origine une création de 2 infirmières qui voulaient venir en aide à ces victimes de la Première Guerre mondiale. 1 300 000 morts. On peut le regarder sur tous nos monuments à mort en ce moment. Et une ONG qui vous est chère, Aurélie. Ah bah oui, le Bleuet de France, donc forcément, qui continue à aider, qui continue à soutenir toutes les personnes qui ont eu des problèmes, notamment sur les territoires en guerre, les familles également. Les soldats français, ceux qui sont tombés au front, leurs familles, ceux qui sont restés, pour ceux qui restent, c'est le slogan. Et aussi les victimes des actes terroristes, justement. On en reparlera. Bienvenue à vous dans les vraies voix citoyennes. On va se retrouver dans quelques instants avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Nous préparons actuellement avec 4 autres camarades blessés militaires les Jeux paralympiques de Paris 2024. Le Bleuet de France est intervenu à de multiples reprises, que ce soit matériel, financier ou humain. Soutenir le Bleuet de France est un acte citoyen. C'est aider les blessés militaires
leurs familles, les pupilles et les victimes d'actes terroristes. France, le bleuet de France, vous l'avez reconnu, c'est ce macaron bleu qu'on peut voir au vestion, au rebord des vestes de tout un chacun ce week-end du 11 novembre. C'est le cas d'Aurélie Gros qui le porte d'ailleurs ce soir plutôt. C'est le cas aussi de Stéphane Pellet qui l'a oublié mais qui le porte en son cœur et c'est le plus important. On parle du bleuet de France pour le soutenir avec notre invité qu'on est ravi de retrouver, Pierre-Emmanuel de la Forcade. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur général du Bleuet de France. Parce Stéphane. que Jean-Marie, j'ai une info essentielle mais extraordinaire. Nous sommes le 11 novembre, je ne sais pas si ça vous avait pas échappé. Si, ça vous a échappé. Bon. Et vous avez donc vu qu'en effet ce bleuet a fleuri à nouveau sur les revers de veste, mais on l'a vu aussi à la télévision, notamment pendant le championnat de Ligue 1 de football tout le week-end. Et c'est pour ça qu'on est heureux d'accueillir Pierre-Emmanuel de la Forcade, donc le délégué général ou directeur général, je ne sais plus, il va directeur nous le dire, général du Bleuet de France. Il va nous raconter comment tout ça est né, mais surtout il va nous raconter l'engagement, et je veux dire l'engagement citoyen qu'il y a derrière toutes ces personnes qui finalement travaillent pour, je crois, de l'ordre de 25 000 bénéficiaires qui reçoivent une aide du Bleuet de France, qui finance d'ailleurs des projets pédagogiques. Bonsoir, monsieur le délégué général. Bonsoir, merci. Alors, ça vient de loin cette idée, je crois, une bonne centaine d'années. Une bonne centaine d'années. Le Bleuet de France, c'est une œuvre qui est née dans les tranchées de la Grande Guerre, à l'instar d'ailleurs du poppy anglais qu'on arbore aussi dans tout le Commonwealth en ce moment. C'était deux fleurs robustes en fait qui étaient des notes de couleur, on va dire, dans la boue des tranchées, qui sont devenues respectivement pour la France et pour l'Angleterre les fleurs de la solidarité et de la mémoire après, pour les victimes de guerre, les victimes directes et indirectes, donc les blessés de guerre, les pupilles de la nation, les orphelins de guerre, les veuves de guerre. Maintenant, on parle de conjoints partenaires survivants, et depuis les années 90, les victimes d'attentats terroristes. Alors justement, vous avez c'est une association ou c'est une action de l'État? Oui, c'est une association. C'est une association privée, oui. C'est ça. Et vous le savez, vous avez autour de la table une mère, puisque en fait Aurélie Gros le cache souvent, mais elle est mère du Coudray-Monceau. Et ce matin, avec plein d'autres associations, des gamins qui sont venus lire des textes, etc. C'était la cérémonie du 11 novembre et il y a eu une sorte de quête, je ne sais pas si c'est le joli terme qu'il faut employer, mais en tous les cas pour le Bleuet de France. Comment vous construisez votre financement notamment ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Alors déjà, bonjour Madame la maire et merci de vous investir aux côtés du Bleuet de France. C'est vrai qu'en fait, depuis 100 ans, et on fêtera d'ailleurs l'année prochaine le centenaire du Bleuet de France en 2025, parce que le Bleuet de France naît dans les tranchées de la Grande Guerre, mais devient, on va dire, se démocratise en 1925 en ayant ses premiers ateliers de confection au sein des Invalides, là où il est créé. Voilà, et donc on fêtera le centenaire l'an prochain. Et en fait, c'est un grand appel à la générosité du public qui est fait plusieurs fois par an, mais le grand moment, le moment phare, c'est bien le 11 novembre, où toutes les collectivités, toutes les administrations, le Bleuet de France collectent auprès des Français pour une reconnaissance de la nation, mais aussi pour financer des projets à fort impact auprès de nos bénéficiaires. Pour Sud Radio ce soir, vous avez peut-être, je sais pas, le montant? Non, peut-être pas encore, c'est pas comme le Téléthon quand même, on ne sait pas le montant en direct. Mais c'est environ combien que vous attendez de financement par ces belles cérémonies patriotiques? Sur une année comme ça, on espère atteindre les 2 millions, 2,5 millions de la générosité du public, avec l'aide du mécénat privé exactement. Donc on est bien loin de ce que font les Anglais, mais on essaye de se professionnaliser pour pouvoir subvenir aux besoins de nos bénéficiaires au mieux possible. Et ça participe, je l'ai vu ce matin, puisqu'on a vendu beaucoup de petits bleuets. Et donc, pour le coup, nous on participe à hauteur de... Ça reste petit, mais on a récolté plus de 100 € sur une cérémonie comme le Coudray-Monceau. Donc, on était très fiers. Et c'est vrai que le fait d'en parler, je pense aussi que ça permet aux citoyens de comprendre un peu mieux l'engagement que... Et les enfants expliquent le discours du Bleuet de France, c'est aussi une transmission. Donc je pense que c'est important. Déjà qu'ils le voient, en plus il y a des partenariats très importants qui ont été passés avec les fédérations sportives, ce qui permet aussi d'augmenter la visibilité. Et monsieur le directeur, j'ai appris qu'aujourd'hui, la fabrication des Bleuets de France était confiée à des personnes handicapées, qui sont installées dans l'Allier. On respecte cette tradition centenaire. Donc avant, c'était les blessés de guerre qui confectionnaient aux Invalides avec du papier mâché ces Bleuets de France, qui vendaient sur la voie publique pour complément de revenus significatifs pour
pour la solidarité. Et aujourd'hui, ce sont des personnes handicapées dans des ESAT qui confectionnent ces bleus de France qui sont vendus autour des monuments morts, notamment le 11 novembre. Alors justement, en dehors des valeurs, enfin du message général, bien sûr, de mobilisation pour ceux qui ont donné jusqu'à leur vie, ou en tous les cas, une partie de la famille a pu être amputée, entre guillemets, d'une personne. Qu'est-ce que vous faites de tous ces moyens que vous récoltez? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, on a deux grands, on va dire, deux soutiens fondamentaux. Le premier, c'est la solidarité pour nos bénéficiaires, nos 25 000 bénéficiaires. Donc, on a différentes typologies de bénéficiaires. D'une part, on a les 10 000 soldats qui sont projetés en opération extérieure, qu'on accompagne sur l'envoi de colis, qu'on appelle les colis de Noël ou les colis OPEX. Ceux qui sont sur le terrain en ce moment, sur les terrains de guerre. Absolument, ceux qui sont sur les terrains de guerre. Et puis après, on a un panel solidaire. Donc ça va de la réadaptation et de la réinsertion par le sport. On a beaucoup de blessés. Vous passiez en début d'émission le témoignage de Cyril Chaboun, blessé de guerre en Irak après la prise de Mossoul, qui a perdu ses jambes en Irak. Et bien typiquement, c'est un blessé qui se reconstruit par le sport, et donc on accompagne d'une part sur sa réadaptation et sa réinsertion par le sport, mais après sur son accompagnement sur des compétitions sportives. Mais ça va aussi sur du matériel de pointe pour les hôpitaux militaires, sur les stages de réhabilitation avec des blessés, sur le soutien aux pupilles de la nation avec les étrennes des pupilles de la nation chaque année qui sont versées par le Bleuet de France. Donc beaucoup de projets significatifs. Sachant qu'il y a une chose qui a changé quand même depuis 1925, c'est que beaucoup de ces blessures maintenant qu'on prend en charge sont pas seulement des blessures physiques, ce qui était sûrement le cas à l'époque. Oui, alors c'est sûr que, en fait, il y avait un syndrome post-traumatique très fort après les deux grandes guerres, hein, mais qui n'était pas reconnu, et qu'on savait moins prendre en charge. Voilà, aujourd'hui on a 5000 blessés de guerre en moyenne à peu près, avec 50% de blessés physiques, 50% de blessés psychiques, mais les chiffres à manipuler avec beaucoup d'adresse, parce que souvent un blessé physique peut devenir blessé psychique. Donc voilà, mais en fait, c'est vrai que la gueule cassée contemporaine, c'est le stress post-traumatique aujourd'hui. Alors justement, vous avez remarqué que dans ces cérémonies, il y a des tout jeunes gens qui sont là, des conseils municipaux des jeunes, des collégiens qui viennent lire des textes, notamment les fameuses lettres des poilus qu'on a retrouvées, parce qu'en fait, il faut dire à nos auditeurs qu'il n'y a pas très longtemps, entre 2014 et 2018, on a fêté les 100 ans de cette... enfin, fêté, en tous les cas, commémoré, parce qu'on ne fête jamais une guerre. De la Grande Guerre. Pendant ces 4 ans, beaucoup de travaux de chercheurs ont été mis à jour, notamment donc ces fameuses lettres ont été retrouvées et mises en valeur. Elles continuent d'être lues. Au-delà de toutes les aides que vous apportez, est-ce qu'il y a un message fort à la nation autour de ce Bleuet de France? En fait, il y a deux messages. Le premier, c'est que le Bleuet de France, c'est la grande bannière de l'unité de la nation depuis 100 ans. Et si on a une bannière en France, c'est celle-ci. Voilà. C'est apolitique, ça fédère tous les Français pour le sacrifice de ceux qui sont tombés pour notre liberté, et ça a beaucoup de sens. Et puis on a aussi la reconnaissance de la nation, c'est-à-dire qu'il faut faire un vrai travail de mémoire avec la jeunesse sur la reconnaissance de la nation et sur le principe de résilience. Voilà. Et c'est pour ça qu'on soutient des programmes éducatifs mémoriels, des concours scolaires, qu'on implique beaucoup la jeunesse, le sport et la mémoire, qu'on fait des opérations de jeunes porte-drapeaux, et on finance évidemment ces grands programmes de mémoire et de citoyenneté. Et est-ce que vous avez senti une différence de l'époque où il y avait le fameux service militaire, où d'une certaine manière l'armée était présente finalement dans toutes les familles, d'une façon ou d'une autre, et d'aujourd'hui où nous avons pour l'essentiel une armée de métier? Est-ce que vous avez une réflexion que vous développez là-dessus, le rapport entre la nation et son armée? Est-ce que le lien armée-nation est coupé ou pas? Non, le lien armée-nation n'est pas du tout coupé, au contraire. Alors c'est vrai qu'on a vu différents programmes aujourd'hui qui ont été mis en place, comme le SNU. On essaye de remettre en place le côté force morale de la nation, lien armée-nation au niveau de la jeunesse, de renforcer ces actions intergénérationnelles, notamment sur la transmission de l'histoire et la connaissance des grands conflits contemporains du XXe siècle auprès de la jeunesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre jeunesse, ça fait 80 ans qu'elle n'a pas connu la guerre sur son territoire, et que ce fameux principe de résilience,
c'est cette connaissance sur le travail de mémoire, sur la transmission des grandes valeurs que sont la mémoire nationale. Alors justement, est-ce que vous auriez un message ce soir aussi, parce que vous savez que nous sommes dans les vraies voies citoyennes, donc nous, notre affaire, c'est l'engagement, la citoyenneté, donc bien sûr, vous êtes avec vos fonctions et puis avec cette association, une belle preuve de cet engagement, une association qui, je crois, a par ailleurs une fondation, mais qu'est-ce que vous pourriez dire pour renforcer encore l'engagement, la citoyenneté, et puis peut-être le lien avec d'autres associations mémorielles? Et moi, le Bleuet de France, ça va vraiment être la bannière de toutes les grandes associations mémorielles, c'est très bien, mais quand je regarde du côté outre-Manche ce qui se passe, on a 40 millions d'Anglais aujourd'hui dans tout le Commonwealth qui portaient le poppy. Voilà. Le coquelicot. Le coquelicot, absolument. Voilà. Et en fait, j'invite vraiment une mobilisation de la jeunesse autour du Bleuet de France. C'est très important, déjà pour notre pays, pour notre nation, pour la reconnaissance de ceux qui sont tombés, mais aussi pour sensibiliser les citoyens aux enjeux liés à la défense et à la mémoire collective. Et c'est très important d'avoir dans les villages, dans les villes, des porte-drapeaux, une jeunesse engagée qui peut s'investir autour du Bleuet de France, pas que pour les collectes, mais aussi sur tout ce qui est le travail des mémoires et l'inarménation. D'où le lien avec le football qui reste le sport le plus populaire encore, et notamment pour les jeunes et le plus regardé. Populaire sur Sud Radio, ça reste le rugby, mais c'est vrai que c'est le football. Et tout ce week-end d'ailleurs en Ligue 1, on peut le rappeler, on voyait des entraîneurs. Grande cause nationale 2024, donc la Ligue de football professionnel et les clubs de Ligue 1. McDonald's, c'est comme ça la Ligue 1, c'est ça, et la Ligue 2 BKT, qui se sont engagés pour votre cause. Comment on peut encore vous aider? Oui, allez-y, je vous en prie. Ça fait 10 ans que la Ligue de football professionnel nous accompagne avec le Bleuet de France. Pourquoi? Parce que Franck Leboeuf, qui est notre ambassadeur et parrain, en fait, a fait ses classes à Chelsea. Où champion du monde 98. Voilà. Il a vu les stades à Chelsea inondés de coquelicots, et quand il est rentré en France avec son côté très national, en fait, il s'est dit il manque quelque chose en France, et c'était ce bleuet dans les stades. Donc voilà. Mais d'ailleurs, vous êtes très Ovalie. Et donc on a signé une convention vendredi dernier avec Pierre Grille. François Grille, le président de la... Florian Grille, on va y arriver. Il a gagné 2 prénoms, mais on est quitte, vous voyez. Moi aussi, sur Sud Radio. Florian Grille, à qui je présente mes excuses, président de la Fédération française de rugby. Allez-y. Et on était avec lui vendredi, et samedi, c'était deux pupilles des attentats de Nice qui donnaient le coup d'envoi au Stade de France pour France-Japon, avec la signature d'une convention triennale aux côtés de la Fédération française de rugby. Donc ça y est, je pense que c'est des énormes leviers, c'est des grands leviers pour pouvoir faire rayonner le bleuet sur le territoire français. Allez, puis je vais faire une petite publicité pour la personne qui est juste en face de moi, à savoir Aurélie Gros. Elle le sait même pas encore, mais donc je le rappelle, elle est maire du Coudray-Monceau, et il se trouve qu'avec le Bleuet de France, elle organise dans quelques semaines, mais je ne sais pas si on se souviendra de la date, un tournoi de golf, une coupe caritative au profit du Bleuet de France. Donc, monsieur le directeur général, j'imagine que vous irez au golf du Coudray. Oui. Merci beaucoup, madame le maire. On sera là, comptez sur nous. Ouais, avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Tiens, on parlait du 11 novembre d'ailleurs. Je peux vous parler de ce rendez-vous sportif qui a lieu tous les 11 novembre. C'était aujourd'hui, on en parlait sur Sud Radio, le Challenge Foch-Renard. C'est un match de rugby entre les équipes de rugby de la Marine nationale et de l'Armée de terre. Figurez-vous que c'est l'armée de terre, pour une fois, parce que ça arrive pas souvent, qui a gagné aujourd'hui. C'était à Jambouin, 30-18. Et je suppose que cet événement aussi a permis d'aider un petit peu le Bleuet de France. On espère en tout cas, Pierre-Emmanuel de la Forcade. Oui, c'est un événement qui est à l'initiative du chef d'état-major de l'armée de terre, qui réunit donc, comme vous l'avez dit, l'armée de terre et la marine nationale. Donc c'est très bien que l'armée de terre ait gagné, et évidemment ça contribue à soutenir l'écosystème entraide blessés. Voilà. Et comme vous le voyez, Sud Radio est la radio de tous les rugby. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel de la Forcade. Merci à vous. Directeur général du Bleuet de France. On va se retrouver dans quelques instants. Et oui, tout à fait. On va parler de toute autre chose, d'une question sérieuse, une grande cause là aussi, malheureusement. Une autre cause citoyenne. Le combat par rapport contre, on va dire, les violences faites aux femmes, donc avec Émilie Caplier. Notre invitée, on s'engage dans quelques instants avec Aurélie Gros. On le rappelle, 1 victime sur 4 de violences conjugales porte plainte, 1 victime sur 4 seulement. Ça veut dire que les 3/4 pour l'instant se taisent. On va essayer de les aider dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Elle veut être libre, libre de rêver.
peut-être libre, libre de danser. Les vraies voix citoyennes qui s'engagent avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet ce soir contre les violences faites aux femmes. Et cette voix d'ailleurs, hein, quelle voix, on aurait presque pu la voir a cappella. On aurait à nos pu. côtés. Ça tombe bien, on l'a invité. On l'a invité. On en profite. Donc, Bonsoir Émilie Caplier. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, Émilie, effectivement, c'est la superbe voix. Elle est plus connue dans le sud de l'Aisne sur son pseudo Émilie Chaud. Et elle a décidé d'utiliser l'art pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors bonsoir Émilie, vous êtes bonsoir Aurélie. Effectivement artiste, on va dire de talent. Ah oui, j'y connais rien, mais belle voix. C'est une petite mention pour Philippe David qui adore chanter. S'il avait été là ce soir, il aurait peut-être fait un duo avec vous. Vous êtes une artiste, donc pour le coup très engagée. Racontez-nous un peu comment vous avez décidé de créer cette association déjà. Elle veut être libre. En plus, vous écrivez une chanson. J'en ai écrit une chanson. Ouais. En 2021, en fait, j'avais des mots en fait que je devais mettre en chanson, et j'ai rencontré sur mon chemin un grand pianiste, Jérémy Junio, qui était aussi le pianiste de Lara Fabian, de Morane, entre autres. Et en fait, on a voulu mettre en œuvre une chanson. Déjà pour me libérer, moi, en fait, de mon passé, parce qu'il y a 20 ans en arrière, j'ai connu les violences conjugales. J'ai connu un petit ami qui me frappait. C'était des violences verbales, des violences physiques, et qui a duré au moins pendant 5 ans. Et cette chanson, j'ai voulu la rendre universelle. Tout simplement pour que chaque femme se retrouve dedans, et que chaque femme qui connaisse les violences conjugales, en fait un petit peu la messagère en tant qu'artiste, quand on écoute ce titre, je suis pas seule, j'écoute le titre et ça me fait réfléchir, et j'ai voulu en plus sensibiliser la cause en tournant un clip au domaine d'Ermenonville qu'on peut retrouver sur YouTube. Ouais, pour la petite histoire de la chanson et de l'écriture. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que c'est important et de montrer qu'on peut se libérer. Parce que vous avez décidé comment, en fin de compte, de vous libérer de tout ça? De parler. Comment vous avez décidé à un moment de dire stop je pense à votre petite amie? Parce que c'est ça le plus dur, en fin de compte, pour ces femmes. C'est très très dur, parce qu'en fait on est amoureuse, et puis on se dit on est sous l'emprise, il y a le bourreau, on a honte. Enfin, moi je sais que j'avais honte de le dire à ma famille. En plus on avait le même métier, donc c'est encore plus compliqué. Et je pense qu'il y a, et c'est même sûr, en fait, je dois à ma meilleure amie, Faustine Saïd d'ailleurs, que j'embrasse très très fort, qui m'a sorti en fait de ces griffes de ce bourreau, parce que je crois que la frappe de trop, ça aurait été là, je pense, des pleurs, et ça a été fatal pour ma famille, et c'est pour ça que j'ai voulu en écrire une chanson pour devenir en fait la messagère et d'être cette femme et cette artiste engagée. Donc là, aujourd'hui, vous allez organiser un événement culturel, parce que vous pensez que la culture soigne tous les maux, ça on est d'accord? Oui. Et donc cet événement, c'est quoi? Racontez-nous un petit peu. Alors oui, l'événement, c'est au Palais des Rencontres de Château-Thierry. J'ai voulu créer un événement pour tout simplement en tirer des bénéfices. Je me suis dit, je sais chanter, donc je vais utiliser l'art pour déjà divertir en fait toutes les personnes qui me connaissent et qui me soutiennent, mais en intégrant en fait dans ce spectacle d'autres artistes. Et avec l'aide de Cécile Laligan, attachée de presse de l'association, on a une marraine, Fabienne Thibault. On a également quelle chanteuse, quel talent, et quelle femme aussi qui a engagé et qui a répondu oui pour l'association. Donc ça, c'est une grande chance de faire venir des artistes exceptionnels sur notre ville de Château-Thierry. Et également, on a Sandrine Alexis qui est imitatrice, chanteuse, qui sera là aussi présente pour l'association. Et nous avons Nathalie Marquet et Nelson Montfort en présentateur. Voilà. Donc on ne présente que du beau monde. On ne présente plus. Et des artistes, j'insiste vraiment sur les artistes locaux comme jongleurs, contorsionnistes, musiciens, magiciens, danseuses qui seront là. Voilà, c'est un show exceptionnel qui va durer plus de 2 heures à 18 € la place. Et donc c'est quel jour? Le 23 novembre 2024. Ça approche. Il reste des places ou pas? Allez, on va dire qu'il reste une 50aine de places, donc dépêchez-vous. C'est bien. Tout doit disparaître, évidemment. Tout doit disparaître pour en tirer des bénéfices. Et voilà, les bénéfices de la soirée serviront à offrir aux femmes victimes de violences des bons d'accès chez une psychologue de notre secteur. D'accord, donc vous reversez et en fin de compte, vous pensez en créer d'autres, des événements après celui-là? Ah oui, c'est le but. Ouais. C'est le but de l'association. Et comme je dis, en fait, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. Le but de l'association, c'est de créer des événements artistiques et culturels.
pour en tirer des bénéfices. Et après, vous allez peut-être créer des liens avec d'autres associations. Il y a des psychologues, certes. Et Oui, il y a les vous avez des psychologues. contacts avec d'autres associations qui agissent au quotidien sur ces questions-là, hein, ou qui réhébergent des femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire quand une femme décide de partir. À un moment, c'est peut-être ça aussi le frein. Le frein de comment je fais derrière. Et se retrouver dehors, se retrouver sans la... Exactement, puis on n'est pas tout seul. Enfin, on a le réseau de l'Aisne, on a la communauté de communes aussi de Château-Thierry, on a la déléguée départementale des droits aux femmes, Madame Bicep, et Julie Chauffeur, voilà, qui nous aide aussi. Il y a un bon réseau sur place. Voilà, on a un bon réseau et puis on est bien entouré. Voilà. Parce que on c'est peut vrai parler que ça fait, d'ailleurs des ça fait violences 15 ans. conjugales, on en parle assez peu, mais c'est un phénomène qui touche absolument toutes les classes sociales. Exactement. Tous les groupes sociaux d'ailleurs, quelles que soient les origines, globalement, on retrouve tout le monde. En fait, vous avez un échantillon de toute la France dans les victimes. Ouais, c'est vraiment un échantillon. Enfin, il y a pas de barrière en fait. Il y a pas. C'est vraiment. Quel point commun vous feriez à toutes ces histoires? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? La violence verbale. Verbale, c'est les mots. Ça commence par ça. Ouais, ça commence par ça. Ouais, les mots. Systématiquement. Et c'est aussi une des raisons qui vous a poussé à trouver vos propres mots, à placer vos propres mots sur ce fléau pour vous engager en chantant, par exemple. Oui, exactement. Déjà, pour moi, personnellement, ça a été c'était une thérapie, exutoire. en fait. Ouais, c'était un exutoire, ouais. C'est vrai qu'en tant que chanteuse, on exprime plus facilement, en fait, au public, son mal-être que d'être seule à la maison c'est vrai. et à pleurer sur son sort. Et puis, voilà. Enfin, puis je suis la preuve qu'on peut se relever, quoi qu'il arrive. C'est ça, parce que pour toutes celles qui pourraient nous écouter, qui traversent ce que vous avez traversé, se dire qu'elles n'arrivent pas à parler, et que vous arriviez pas aussi, vous vous êtes mis à le chanter, c'est un beau message d'espoir quand même, hein, Stéphane. Mais justement, vous l'avez dit au tout début, l'essentiel reste cette question du dépôt de plainte et de faire en sorte que ça puisse avancer. Parce que d'abord, vous, au fond, avec ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui est le plus important pour vous reconstruire après une histoire comme ça? C'est que juridiquement, ou sur le plan judiciaire plutôt, on vous reconnaisse les faits, ou alors qu'il se passe autre chose, ou que ce soit sur le plan plutôt personnel? Parce que est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à une action en justice? Moi, c'était plus sur le plan personnel, en fait, parce que j'étais pas entendue à la police. C'était des mains courantes, et quand je voulais déposer plainte, il y a 20 ans en arrière, ils refusaient ma plainte. Donc ça a été dur, en fait, juridiquement. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les policiers, quand ils vous refusaient votre plainte à l'époque? Il n'y avait pas assez de preuves. Donc vous disiez, j'ai été frappé. Ouais, j'ai été frappé, où il y a des mots en fait qui m'a dit, il y a des blessures en fait internes qui restent, mais non, en fait, faut nous apporter des preuves, ou alors faut encore plus de mains courantes pour ensuite avoir une plainte derrière. Vous étiez bien reçu malgré tout, ils étaient polis, ils ne minimisaient pas ce qui vous était arrivé, mais juste ils disaient ça sert à rien. Ouais, voilà, ça sert à rien. C'est ça. Ouais, ça sert à rien. Ça a changé aujourd'hui, non? Ah bah oui, et puis fort heureusement. Enfin, maintenant, je pense qu'il y a des gendarmes et même des policiers qui sont capables de recevoir, et puis ils sont formés aussi pour les violences conjugales. Et puis la société, disons-le, c'est ce qu'on appelle la politique pénale dans la plupart des parquets, c'est-à-dire les procureurs désormais donnent comme consigne que grosso modo il y a la lutte contre tout ce qui est narcotrafic, et la deuxième cause, c'est sur les parquets, les juges, les enquêteurs travaillent sur ces violences faites aux femmes. Certaines sont dites aussi violences sexuelles et sexistes, vous connaissez ça, c'est encore un autre problème, enfin du moins ça peut souvent aussi malheureusement se combiner. Donc vous avez ce message-là aussi quand même de dire aux femmes de déposer plainte? Ah oui, bien sûr, non mais oui. Bien sûr, il faut aller porter plainte. Et dire qu'elles sont pas seules, ça sert à rien. En tous les cas, on peut leur dire que désormais ça a changé. Dans les gendarmeries, les commissariats de police, oui, ils sont formés pour, ils sont bien formés. Sûr. Voilà, il y a des consignes pour, et il faut aller porter plainte. Mais le chiffre reste quand même accablant. Une victime sur 4 seulement porte plainte. Aller porter plainte. Ça reste même. Oui, mais ça c'est le fameux poids que vous évoquiez aussi, le poids des familles, des amis. Quelquefois, on n'ose pas finalement. Oui, on n'ose pas en fait. Et être soutenu, c'est vraiment la moitié du chemin qui est fait. Parce qu'on peut se reconstruire et puis grâce aux amis, grâce à la famille, on se reconstruit. Après, on parle toujours des forces de l'ordre. Il y a autre chose qui a changé, c'est la société en général. C'est-à-dire qu'on est tous plus attentifs aux signaux faibles qu'on pourrait voir autour de nous, parce que c'est devenu une cause nationale et qu'on a conscience. Pour autant, ce qui fait, je crois, problème aussi, c'est le fait qu'on peut déposer plainte, mais la certitude qu'on soit entendu et qu'il y ait une condamnation, celle-là, elle n'est encore pas gagnée, loin de là. Vous le savez, dans un autre champ, c'est celui des viols. Là, c'est pas de ça dont on parle, mais seul
1% des violeurs sont condamnés à la fin. Parce que, comme vous disiez, Émilie, le doute, pour l'instant, profite, c'est le système judiciaire français, hein, c'est comme ça, le doute profite à la personne mise en cause. Alors on n'est pas là-dedans, mais je rappelle aussi qu'il existe quelque chose qui n'est pas encore vraiment qualifié en France, qui s'appelle le viol conjugal, qui existe à l'intérieur du mariage. À l'intérieur du mariage, et ça fait aussi partie de ces violences-là. On va en reparler justement, les violences, comment lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. On se retrouve dans un instant avec notre invité et avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros pour les vraies voix citoyennes. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Libre de rêver, elle veut être libre, libre de danser. Elle veut être libre, c'est le nom de l'association de notre invitée Émilie Caplier. C'est aussi la voix de notre invitée que vous entendiez, puisque vous êtes chanteuse, Émilie. Vous vous engagez contre les violences sexistes et sexuelles. Vous avez les violences faites aux femmes en général, exactement, dont vous avez été victime il y a plusieurs années. On en parle avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros dans les vraies voix citoyennes. Oh, Aurélie. Oui, tout à fait. Et donc, ce concert, il va y avoir des fonds qui vont être récoltés. J'espère un maximum de fonds, tant qu'à faire. Et vous travaillez en réseau, j'imagine, avec toutes les institutions sur place pour pouvoir flécher ces fonds vers les femmes qui en ont vraiment besoin. Exactement. On a la chance de travailler avec le réseau de l'Aisne, avec la déléguée départementale des droits aux femmes et le sous-préfet, ainsi que donc c'est Madame Régine Bicep et Julie Chauffeur qui s'occupent dans notre secteur de Château-Thierry de la communauté de communes. Et en fait, tous les bénéfices de la soirée vont revenir directement à des femmes qui sont dans le besoin. Sont dans le besoin en fait d'être soignées et urgemment même. Vous disiez que justement là en ce moment, par exemple, 3 cas vous préoccupent, 3 femmes qui auraient besoin très très vite de soins, d'accompagnement et justement les bénéfices de la fameuse soirée dont on va reparler dans 2 minutes, mais vont aller vers ces femmes, c'est ça? Oui, vers ces femmes. Vous vous en assurez vous-même? Alors j'en assure moi-même, exactement, parce que de toute façon les bénéfices, moi je vais les remettre directement au réseau de l'Aisne, et ensuite c'est le réseau de l'Aisne, eux qui m'ont informé que voilà il y avait des femmes qui sont urgemment là dans le besoin et d'un suivi psychologique, parce qu'on sait très bien que les séances de psychologue, moi-même l'ayant vécu, c'est 60 à 65 € par séance. Et donc là, c'est vrai qu'on espère un bon bénéfice pour que ces 3 femmes-là qui sont dans le besoin puissent en bénéficier. Et donc aujourd'hui, vous faites un concert à Château-Thierry. J'imagine que l'association vient de naître, mais le principe, c'est de faire des concerts un peu partout en France pour aider un peu toutes les femmes. C'est bien de commencer par un territoire, j'imagine bien, mais vous, votre volonté, c'est d'aller plus loin encore? Exactement, oui. En fait, ça serait de prendre ce spectacle, une réussite, que j'espère. On en saura plus le 23 novembre, et de le déplacer, en fait. Merci. On fait un point de départ. C'est le point de départ. C'est le premier événement que l'association va créer, parce que l'association, comme je rappelle, elle est toute naissante, avec le président, monsieur Olivier